Et coucou! Salutations à tous, comment allez-vous? Et Alors, surtout, bonne année! ah oui, je suis mort de rire. C'est que j'ai foutu mes lunettes Ah oui. spéciales pour le... Ah là, je vois mieux. Bonjour Monsieur Luigi, bonjour Ghislaine et Nathalie et Émilie. Bonjour à vous, Ah oui, bonne je crois. année, meilleurs vœux. Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Mm. faut que ça arrive en haut pour que l'ascenseur, il faut le fasse ascensionner. Parce que ici, même les ascenseurs, ils ascensionnent. Ils ascensionnent avant nous. Et coucou Nathalie. Coucou Cédric. Et salut Cédric. C'est un peu bizarre ces histoires de verre, pas verre, parce qu'il y en a qui parlent, on n'a pas vu un verre en premier. Et il y en a, on voit le verre, mais ils ne parlent pas. Il doit y avoir. Salut Ahmed, salut Clément. Je crois que c'est ceux qui rentrent dans le... Et Emmanuel, toujours plus belle. Ahmed, il faut lui parler en anglais. Non, parce que je ne veux pas y mettre la honte, parce qu'après, il n'osera plus enseigner l'anglais. Donc, j'ai un trop bon accent anglais. Trop bon. Je suis trop bon en anglais, de toute façon, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. Oh, mais j'ai une femme préférée de moi, une Nadine, une Patricia. Bonne année, Patricia. Salut, Pascal. Coucou Olivier. Salut, Elodie et Serge. Quel beau prénom, Serge. Oh, franchement, hein. Oh là là. Tous les gens qui s'appellent Serge sont des êtres extraordinaires. T'es bien d'accord? Ah oui, totalement. D'ailleurs, tous les hommes devraient s'appeler Serge. Oui, même que c'est vrai d'abord. Alors, meilleurs vœux à toi aussi, Caroline. Et Evelyne, coucou, bonne année. Christophe, bonne année. Bonsoir les minots. Ça me fait toujours rire ce truc. Pourtant, c'est pas grand-chose, mais moi, quand j'entends ça, ça me rappelle ma jeunesse. Ou minot, parce que c'est vieux ça. Je savais pas que ça se disait encore. Comme on disait, les enfants, c'est comme les gosses, c'est tous des minots. Voilà. Alors, on va attendre qu'il arrive un peu plus de monde. Comme il y en a 22, bon, ça va, déjà, c'est pas mal. Je vais boire ma mixture non alcoolisée, hein, je promets, sur sa tête. Elle est où ta tête? Elle est là. Et coucou Jean-François. Salut Jean-François. Et bonsoir Jimmy Jean, que je ne connais pas, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, que je ne connais pas. Que j'ai pris un ami, mais bien sûr, mais bon. Coucou Bélisa. Et salut Bélisa. Que tu ne connais pas personnellement. Qui Bélisa? Non. Ah, d'accord. Ah si, Bélisa, je la connais, et c'est une femme qui gagne à être connue. Salut, salut. Bonjour Christian Vitalis. Où tu vois ça? Bah là, ici là. Ah oui, ben c'est Christian, hein, tout ça. Tout simplement, c'est Christian. Alors, si je me mets en arrière, c'est mieux. Ouais. Bon. Si je me mets comme ça, ça fait un peu sérieux. Si, non, je suis quelqu'un de très sérieux. Moi, je rigole parce qu'on voit... Quoi? On voit la queue de... La queue du de chat? Mira. Ben oui, la queue du chat, ben oui. C'est pas la mienne. Hein, ni la mienne, ni la mienne. Mais si j'étais noir comme ça, je me ferais du souci. Hein. Voilà, bon, bref, passons. On commence pas à être un petit peu... ces femmes, alors chaque fois, il faut qu'elles soient un petit peu... Ah, c'est pour mettre l'ambiance. grossières de la bouche. Pour mettre l'ambiance. Alors... quelle heure il est 18h04. Ben, au cas, on va peut-être. Ouais. On va commencer. Tu veux commencer? Il faudra copier-coller Yes. la question. On en est à la 7. Hop. Et coller. Oh, qu'est-ce que tu colles bien. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi il y a de nos jours de plus en plus de personnes se disant surbookées? Est-ce vrai ou est-ce que cette affirmation cache quelque chose d'autre? Alors, on va faire je me mets le micro plutôt de mon côté, on va faire du très simple. Tout est double.
Donc il y a les deux. Il peut y avoir des personnes qui profitent de cette expression populaire «je suis surbooké» pour pouvoir, une manière de dire à quelqu'un: «J'ai pas le temps de m'occuper de toi, j'ai pas le temps de t'aider, j'ai pas de temps à t'accorder», hein. C'est une manière polie, de dire à quelqu'un: «Beh, tu m'emmerdes», quoi, en gros. Donc ça, on va pas en parler parce que ça, tout le monde peut le comprendre, ça, tout le monde peut en parler, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi, hein. N'importe qui peut comprendre ça. Je vais plutôt vous parler de ce que vous ne savez pas ou savez mal, ou avez peut-être entendu parler, mais n'avez pas reçu les explications techniques, hein. Vous savez que les psyésos sont des techniciens de l'esprit. Donc, puisqu'on est des techniciens de l'esprit, ben, tout ce qu'on raconte, c'est technique. Alors, technique ne veut pas dire nécessairement, comment dire, intellectuel, hein. Technique, il faut toujours de la technique. Si vous voulez vraiment appliquer quelque chose, si vous voulez être pratique, il vous faut une technique. D'ailleurs, pour pratiquer, il faut une technique. On ne pratique que de la technique, hein. Rien à voir avec le fait de parler pour rien dire ou d'élaborer des plans sur la comète comme font certains, et de donner des théories sans qu'il y ait rien derrière. Bon, après, bien sûr, si on donne des théories sans qu'il y ait rien derrière, c'est que justement, il y a une raison. Il n'y en a pas toujours de raison. Mais en psyéso, il y en a une, c'est qu'il y a des exercices à faire. Ce sont des exercices très puissants et qui nécessitent quand même que les personnes soient suivies, hein, pour pas qu'elles se fassent sauter un fusible. Voilà. Ce sont des techniques qui sont puissantes et donc on ne peut pas donner ça comme ça à tout le monde de manière à ce qu'ils le fassent chez eux. On nous reproche souvent d'être des théoriciens, mais non, on n'est pas des théoriciens. On parle en théorie de choses que l'on pratique, mais on le pratique ensemble, on le pratique dans les cours, hein, dans l'enseignement de la psyéso. Bon, la plupart qui font partie de la psyéso le savent très bien. Alors, est-ce que les gens qui se disent surbookés, ça vient de quoi? Alors déjà, il faut savoir que beaucoup de personnes se disent le temps s'accélère. C'est très amusant, hein. Alors pourquoi ça me fait rire? Parce que d'un côté, tous les ésotéristes du monde, quelles que soient les traditions, donc toutes traditions confondues, s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, ben, du coup, il ne peut pas y avoir le temps qui s'accélère. Parce que rien qui s'accélère, ça donne rien d'accéléré, hein, voilà. Donc s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il ne peut pas y avoir de temps qui s'accélère. Et je vois mal quelque chose d'inventé par l'homme, c'est-à-dire un mouvement mesuré dans le temps, hein, c'est un rythme, hein. Le rythme, c'est un mouvement mesuré dans le temps. Donc je vois mal une horloge qui égrène les secondes se mettre à s'accélérer. Alors si elle se mettait à s'accélérer, ça n'avancerait pas le temps, mais ça avancerait l'horloge, ça avancerait la montre, ça avancerait la pendule. Voyez. Donc il y a quelque chose qui ne va pas trop bien, hein. On dit que les ésotéristes sont un petit peu perchés, c'est faux, ce sont les spiritualistes et les matérialistes qui sont perchés, parce que des fois, ils vont dire, oh, celui-là, il dit des âneries, des trucs qu'on ne peut pas prouver, mais ils vont sortir de ces aberrations mentales du style le temps s'accélère. Non mais allô, déjà, si on est ésotériste ou si on est spiritualiste, on ne parle pas du temps, il n'y en a pas. Donc on arrête ça. Ensuite, pourquoi il pourrait s'accélérer? Qu'est-ce qui se passe? La planète tourne plus vite? Je ne vois pas ce qui peut arriver. 24 heures fera toujours 24 heures. Par contre, puisque le temps est un phénomène mental, c'est un phénomène de la conscience, hein, qu'est-ce que le temps? C'est ce processus qui consiste à se concentrer sur plusieurs choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que si je pose sur une table une centaine d'objets différents et que je vous dis passez-les en revue, décrivez-moi ces objets, vous allez mettre ce qu'on appelle un certain temps pour passer d'un objet à l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez prêter attention à un objet, vous ne pouvez pas prêter attention à 100 objets en même temps, parce que le mental ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Donc si vous vous concentrez sur le premier objet, vous ne voyez pas le second. Quand vous verrez le second, vous aurez perdu de vue, à tous les sens du terme, le premier, et etc. Donc votre conscience, votre attention mentale, va se dérouler en passant d'un objet d'attention des sens à un autre objet d'attention des sens, hein, voilà. Donc tout objet d'attention qui est laissé pour un autre, on m'a dit vous vous concentrez sur un truc, vous laissez tomber, vous passez à un autre, ben, ça nécessite un déroulement de la conscience. Votre conscience se déroule en passant d'un objet d'attention à un autre. Voilà ce que c'est le temps. C'est quelque chose de psychologique, évidemment. Ce n'est pas quelque chose de concret. Maintenant, il ne faut pas confondre avec le mouvement mesuré. Autrement dit, quelque chose qui tourne et qui tourne d'une manière régulière, on pourra évidemment mesurer. La planète tourne en temps d'heure,
Le soleil ne lui bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Par exemple, vous allez lâcher une voiture sur une route et elle va rouler à 5 km à l'heure, donc en 1 heure, elle va faire 5 km. Voilà, ce sont des choses qui sont mesurables, mais pour autant, ça ne crée pas le temps. Hein. Si la personne a fait 5 km en 1 heure, ben, c'est juste des notions de mesure, mais ce n'est pas le temps. Alors, qu'est-ce que le temps? C'est quelque chose de très subjectif. Alors, pourquoi c'est subjectif? Quand vous allez passer 5 minutes, seulement 5 minutes, avec l'homme ou la femme de votre vie, vous allez trouver le temps très court. 5 minutes, vous allez dire, mais ça passe à une vitesse. Non, c'est que simplement, vous jouissez tellement de l'instant présent que c'est pas assez long, ça dure pas assez. Maintenant, quand vous attendez 5 minutes avant de passer votre tour pour vous faire arracher une dent chez le dentiste, là, les 5 minutes, elles vont être longues, mais longues, d'accord? Parce que justement, vous vivez chaque seconde, mais bon, vous vous dites, 5 minutes, c'est énorme, alors qu'en fait, 5 minutes, c'est 5 minutes. Bon. Donc, vous voyez que le temps, du moins le déroulement du temps, est très subjectif. Tout dépend de la capacité du mental à passer d'un objet d'essence à un autre. Bon. Alors maintenant, vous me direz, OK, mais pourquoi tout ça? Vous savez que nous avons des pensées. Nous pensons, c'est ce que nous croyons. En fait, nous pensons penser, mais nous ne pensons pas. Nous sommes pensés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes pensés? Ça veut dire que si vous faites attention, que vous êtes un peu attentif et donc vous êtes objectif, hein, les psy-ésos sont l'objectivité incarnée. Hein. Donc, si vous êtes objectif, vous ne pouvez pas dire je pense. Vous devriez dire il me viennent des pensées. Donc, ces pensées qui vous viennent, non seulement ce n'est pas vous qui les faites venir, c'est rare, mais en plus, ces pensées, vous ne savez pas d'où elles viennent. Donc, vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous fait penser et vous ne savez même pas si c'est vous qui pensez, si c'est vraiment un choix. Bien sûr, vous pouvez accueillir ou non une pensée, la rejeter, la conserver, la trouver belle, la trouver moche, mais ça, ce ne sont que des réactions à un processus mental qui se fait à votre insu ou sans votre permission, pour ainsi dire. Hein, voilà. Donc, la plupart des gens qui pensent sont en fait pensés. Alors, c'est dur à expliquer, hein, il n'y a pas de meilleure phraséologie en français. Ils sont pensés, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui pensent. Ça pense pour eux à leur place. Bon. Donc, on va dire qu'il y a 10 ans en arrière, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années en arrière, les gens recevaient, si on prend une pendule, en 1 minute, ils recevaient une centaine d'informations. La plupart de ces informations passaient dans le domaine de l'inconscient ou du subconscient. On verra après pourquoi, la différence. Et ces informations n'étaient pas nécessairement reçues par le conscient. On n'est pas conscient de toutes les pensées qui se produisent en nous. La plupart se produisent en arrière-plan de notre attention mentale, de notre conscience. Bon. Donc ça veut dire que s'il y a 15 ans, il nous venait 100 pensées, 100 idées à la minute, ben maintenant, en 2020, hein, parce que nous sommes maintenant rendus en 2020, il nous vient à peu près 1000 pensées à la minute. Alors, on me dirait, OK, mais quel rapport avec la choucroute? En quoi le fait d'avoir 1000 pensées au lieu de 100, ça nous donne le sentiment que le temps passe plus vite? Mais c'est une évidence. Avant, vous aviez 1 minute pour traiter, je ne sais pas moi, sur les 100 pensées, il y en avait, allez, 7-8 de conscientes. Maintenant, sur les 1000, vous en avez une quinzaine de conscientes. C'est énorme. Pour passer d'une idée à l'autre, il vous faut du temps. Et comme il vous vient plus d'idées à traiter à la minute, ben vous avez ce sentiment de ne pas y arriver. Non pas à l'extérieur, parce que quand vous marchez toujours aussi vite, et ça ne sert à rien de cavaler. Mais si vous avez ce sentiment d'être en retard, si vous avez ce sentiment d'être surbooké, c'est simplement parce que vous recevez beaucoup plus d'informations à la minute. Alors, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étrange ou de fabuleux là-dedans. Je suis désolé pour ceux qui aiment le merveilleux, mais vous marchez dans la rue, vous avez vu le nombre de choses qui peuvent attirer notre attention mentale. C'est un truc de fou. On conduit, il faut regarder les piétons, il faut regarder les feux, il faut regarder les stops, c'est un truc de fou, surtout en ville. Si vous n'allez pas assez vite, vous êtes klaxonné. Si vous allez trop vite, vous manquez arracher quelqu'un ou brûler un stop ou un feu. Il y a les réclames, il y a les pubs qu'on voit plus ou moins consciemment. Donc, on est gavé d'informations. On est au siècle de l'informationnel, mais un informationnel qui est exagéré. Et nous ne pouvons plus, d'un point de vue mental, parce que notre mental n'a pas évolué pour autant, il est toujours à peu près le même, il a évolué, mais à sa vitesse, alors que les informations se sont multipliées par 10, par 100. Et du coup, nous n'avons plus le temps psychologique pour traiter toutes ces informations à la minute, à l'heure, à la journée, etc. Donc avant, dans une journée, quand on avait fait 1 ou 2 trucs, on était content. Maintenant, si on écoute certains employeurs, par exemple, ils vont vous demander de faire le double, le triple ou 10 fois plus dans la même journée.
qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux aussi sont surbookés. Et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps. Et ils ont l'impression que les autres ne les aident pas. Je ne vois pas comment ils les aideraient d'ailleurs. Et ils ont l'impression que les autres se la coulent douce alors qu'eux, ils sont à fond. D'où le stress. Le stress ne vient de rien d'autre que du nombre d'informations à traiter à la minute. Essayez de vous en rappeler. Le stress vient du nombre d'informations à traiter par le mental à la minute. Alors bien sûr, vous me direz, ben, le mental inconscient, il ne va pas me stresser. Ben, évidemment, puisqu'il est inconscient. On ne peut pas avoir une émotion inconsciente, on ne peut pas avoir une idée positive inconsciente. On ne sait même pas si elle est positive ou pas. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il est question ici des pensées conscientes. Et le conscient, c'est pas grand-chose. Hein, on est bien d'accord. Bon. Donc, voilà d'où vient ce sentiment d'être surbooké, le sentiment, on voit des gens qui paraissent hyperactifs, des personnes qui paraissent hyperactives, pardon, et donc on se dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont stressés, et pourquoi ils sont stressés? Parce qu'ils sont mentalement surbookés. On n'est pas physiquement surbooké, c'est pas possible, parce qu'on peut faire qu'une chose à la fois. Mais par contre, tandis qu'on travaille à la main avec un tournevis de dévisser un truc, par exemple, hein, bon, tandis qu'on fait qu'une chose à la fois, il nous vient des dizaines d'idées de pensées à la minute. Et pendant qu'on tourne le tournevis, on pense à autre chose. Parce qu'on se dit, je vais prendre une option, je vais gagner du temps dans 5 minutes que je prends ma pause. Et quand on prend la pause, on gagne du temps sur quand on va reprendre le boulot. Parce qu'on est en décalage permanent. Parce qu'il y a trop d'infos à traiter à la minute. J'espère que vous en rappellerez et que vous sortirez plus cette aberration mentale de dire le temps s'accélère. Il y a des gens intelligents par ailleurs, enfin je le suppose, qui sortent ça, moi ça me fait de la peine. Je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi ils ne laissent pas? Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas la question. Mais il y a des gens qui ont pignon sur rue, qui sont connus, qui sont archi connus, qui sont, voilà, on sait que c'est des gens, on les écoute, et ils vont sortir des âneries du genre le temps s'accélère. Non mais attendez quoi. Vous dites ça à un scientifique, il fait des bons, et c'est normal. Voilà pourquoi la spiritualité est traitée avec le mépris par les gens intelligents et instruits, parce que les scientifiques sont intelligents et instruits. Peut-être plus instruits, beaucoup plus instruits qu'intelligents, certes, mais en attendant, ils sont quand même pas cons. Hein. Donc, un scientifique à qui on dit le temps s'accélère, il regarde la montre, il regarde la vitesse de rotation de la planète, voilà, hein, il a vite fait de faire le tour et de dire c'est quoi ce gugus. Donc, il ne prendra pas au sérieux. C'est pour ça que les spiritualistes rêvent d'être considérés par la science, alors que la science rêve qu'une chose, c'est que la spiritualité ferme sa gueule et qu'elle arrête de raconter des conneries. Hein, voilà. Donc l'ésotérisme est là, ou la psyéso, appelez ça comme vous voulez. La différence entre l'ésotérisme et la psyéso, l'ésotérisme c'est un enseignement brut et dur, la psyéso c'est l'art de faire passer un enseignement qui peut être très compliqué par ailleurs, parce que ce que je vous explique là, croyez-moi, c'est du haut niveau, mais je le simplifie de manière à ce que monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas nécessairement un grand initié, hein, on n'a pas besoin de ça, puisse comprendre. Voilà ce que c'est la psyéso. La psyéso a été lancée, je dirais, par des ésotéristes avancés, ça va être non plus des grands maîtres ou des grands ceci ou cela, c'est des conneries tout ça. Ça a été lancé par des êtres, ça c'est le chat qui passe, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas réglé l'image de votre téléviseur. Voilà, ça me rappelle quelque chose. Ça tient un feuilleton du passé de science-fiction. Voilà. Donc, je vais en terminer avec la question parce qu'on en a tellement, sinon je vais me faire frapper par la jeune fille à côté là qui me dit tu fais trop long, trop long. Mais c'est passionnant. Avouez que c'est quand même plus rassurant. Un jour, vous parlez, je sais pas moi, avec un médecin, avec un notaire, avec quelqu'un d'instruit, et vous lui sortez, le temps s'accélère. Il va dire, ah, bien sûr. Et ma tante, si elle en avait, on l'appellerait mon oncle. Ah ouais, mais bon, voilà. Faut avoir pitié des gens qui se disent matérialistes, qui se disent, c'est pas des cons pour autant. Il faut pas les prendre pour des ânes. Mais si on se prend soi-même pour un âne et qu'on prend tout pour argent comptant, ben, il est normal qu'à un moment donné, ben, on passe pour un uluberlu. Donc le temps ne s'accélère pas, ce n'est pas possible et ça n'existera jamais. Par contre, le nombre d'informations que nous recevons à la minute augmente d'une manière exponentielle. Et il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans, c'est pas l'invisible, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une situation où on a trop d'infos à traiter et on s'en sort plus. Mais comme on est habitué, enfin du moins si on peut dire, comme on n'arrive pas à trouver la marche arrière, déjà le frein pour arrêter, et après la marche arrière, sinon on casse la boîte de vitesse, ben, du coup ben, ça continue jusqu'au jour où les gens vont péter des câbles. Et là peut-être qu'une fois qu'ils seront
en maison, comment on appelle ça, Mais, maison de repos ou en psychiatrie, je ne sais chez pas. les psys. Voilà, chez les psys. Comme ça, ils pourront prendre des médicaments et crever. Donc voilà, on ne peut pas traiter ça. Ce genre de surbookage ou d'hyperactivité ne vient que du fait qu'il y a plein d'infos. On dit qu'il y a des enfants, une dernière chose, après j'arrête, parce qu'il y en a qui ont des enfants qui sont hyperactifs. Et là, c'est Surtout que c'est la prochaine question. Ah bon? Où ça? C'est quoi une personne hyperactive? Ah, c'est la prochaine? D'accord. Bon, ben alors, on va laisser la prochaine question. Heureusement que j'ai mon lieutenant, là, parce que sinon... Alors, tu la liras aussi, hein, plus à coller, avec ta belle voix. Alors, c'est quoi une personne hyperactive? Est-ce que nous naissons ainsi ou est-ce que nous le devenons? Si nous le devenons, pourquoi et comment? Alors, pour faire plus simple, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai dit déjà là-dessus, c'est à peu près le même sujet, hein, on va parler des enfants, de ces fameux enfants qu'on appelle hyperactifs, qui sont... alors, on ne sait pas s'ils sont surdoués, s'ils sont hyperactifs, s'ils sont malades, s'il faut les frapper, s'il faut les admirer. Vous voyez, les gens ne savent pas par quel bout les attraper. Bon. Alors, moi, j'ai tendance à dire que quand les gens se posent plusieurs questions sur un même sujet, c'est qu'il y a plusieurs réponses sur une même question. Alors, par exemple, vous avez un enfant qui est hyperactif. Alors, ça, c'est le mot que j'emploierais. Les médecins, les psychologues et tout ça, ils vont vous sortir des trucs autres, mais on s'en fout. Moi, je l'appelle ça hyperactif. Pourquoi un enfant est hyperactif? Bon. Et pourquoi, à notre époque, on a de plus en plus d'enfants hyperactifs? Est-ce qu'ils sont plus évolués? Alors, oui. Oui, ça veut dire à la fois non et oui. Alors, pourquoi je dis oui? Parce que certains, en effet, sont d'un niveau d'évolution, d'un niveau de développement mental supérieur à la moyenne. C'est vrai. Mais le problème, c'est que comme ils sont intelligents de nature, ils naissent comme ça, on va dire, allez, on ne va pas rentrer dans les détails, ils naissent comme ça, ils ont un mental qui est capable de traiter beaucoup d'informations. Seulement, le mental n'est pas fait pour traiter beaucoup de conneries. Je suis désolé, je vais essayer de faire très simple. Il n'est pas fait pour traiter des aberrations mentales des adultes. Donc, des adultes qui se plaignent que leur enfant est hyperactif, ça me fait un peu sourire. J'ai envie de dire, et quand tu tires les cheveux de quelqu'un qui se met à pleurer, tu dis, oh, il pleure, on ne sait pas pourquoi. Si c'est toi qui as tiré les cheveux, c'est normal que la gamine elle pleure. Bon, donc je ne veux pas culpabiliser les parents, mais il faut bien comprendre que les chiens ne font pas des chats et que c'est vrai que vous pouvez avoir un enfant qui est un peu plus, on va dire un peu plus vif, de caractère que ne le sont le père et la mère réunis peut-être, mais en attendant, le père et la mère se retrouvent devant un problème, c'est cet enfant qui est soi-disant hyperactif. En fait, ils ne peuvent pas trouver la solution parce qu'ils incarnent le problème. Alors, encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas gentil, c'est vous le prenez ou pas. Voilà, je suis pas un grand spécialiste mondial incontournable par lequel il faut passer. Je vous propose une version. Évidemment, celle-là, elle fait mal aux fesses, mais bon, la vérité, généralement, elle ne fait pas sourire. Sinon, tout le monde la dirait et tout le monde la rechercherait. Avec la bouche, tout le monde cherche la vérité, mais dès qu'on donne une vérité qui fâche, plus personne n'en veut. Alors moi, je vais dire que si un enfant est hyperactif, attendu qu'il n'est peut-être pas dans une colonie de vacances, qu'il ne voit pas des millions de personnes, qu'une fois qu'on a levé les autres gamins, comme tous les gamins qui vont à l'école, ils voient d'autres gamins, ils voient un professeur, ils ont papa, ils ont maman, leur monde est assez restreint, soyons honnêtes. Donc une fois qu'on a passé en revue que ce salaud de professeur, c'est peut-être sa faute, ou que les autres élèves de la classe, ils mettent la pression, ou le frappent, ou je ne sais pas quoi, et qu'on s'aperçoit que c'est aucune de ces versions-là, qu'est-ce qui reste? Soyons honnêtes, mais il reste papa et maman qui sont les éducateurs premiers, qui sont ceux qui permettent à l'enfant, selon eux, de pousser droit. Et oui, mais l'enfant, il a peut-être envie de pousser tordu, tordu aux yeux des parents et droit aux siens. Parce que quand on va vers la droite alors que les parents veulent nous faire aller vers la gauche, pour eux, l'enfant prend un chemin de traverse, alors qu'en fait, c'est le seul chemin qu'ils connaissent et il est venu pour le suivre. Il n'est pas venu pour faire comme papa, comme maman, ou l'inverse de papa ou l'inverse de maman. Il est venu juste pour faire sa mission, comme on dit, sa vie. Et peut-être que cette vie ne correspond pas aux attentes des parents. Donc les parents, sans s'en rendre compte, c'est inconscient. Et des fois, je suis même étonné que les psychologues n'appuient pas là-dessus un peu plus. Bon, après, je comprends pourquoi ils ne le font pas. Bon. Mais bon, d'un autre côté, on ne peut pas avoir un enfant hyperactif sans avoir des parents très directifs.
Alors bien sûr, c'est quoi le directif? Ils vont dire, mais nous on est gentils, on fait ça tranquille, on ne le force pas. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vont dire? On est des enfoirés, on essaye d'indiquer sa vie. Ils vont pas dire ça, hein, excusez-moi, mais bon. Donc les parents sont les premiers à s'auto-justifier. Ils ne s'attendent pas qu'on les justifie. Ils sont auto-justifiés d'office, hein, parce que c'est les parents, donc ils savent ce qu'ils font. C'est leur enfant, ils le connaissent mieux que quiconque, parce que c'est eux qui l'ont fait. Oui, mais en attendant, c'est eux qui l'ont fait, mais ils n'auront pas à s'en sortir pour les lever, parce que l'enfant est considéré comme hyperactif, ce qui ne veut absolument rien dire. Par contre, si on réfléchit un peu, imaginons que j'ai été un enfant hyperactif jeune. Hein. Alors, par exemple, j'ai un certain âge et j'ai des adultes qui viennent me voir, qui parlent, je les écoute parler, et je trouve leur dialogue mais stupide, mais d'un niveau de stupidité, d'un niveau de banalité qui me fait peur. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi des gens qui sont réputés être plus intelligents que moi, plus grands, plus forts, plus tout, des dieux, hein, pour les gosses, comment ça se fait qu'ils peuvent avoir des soucis et des questionnements aussi basiques? Alors l'enfant va essayer de se mêler, mais quand on est enfant, on doit fermer sa gueule, parce que quand les adultes parlent, l'enfant doit se taire. Et même si l'enfant parle, ça va un petit peu inquiéter les parents. Déjà, le seul fait de dire que l'enfant est hyperactif, ça veut dire, d'une manière sous-jacente, ça veut dire on n'arrive pas à le calmer. Mais pourquoi tu as essayé? Ben oui, ben voilà, faut pas. Si tu essayes de calmer quelqu'un qui ne veut pas se calmer, tu vas le rendre hyperactif. Donc la solution n'est pas de se demander qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que je dois faire avec mon gosse. Parce qu'on peut aussi donner des cachets, on peut en faire un légume, il n'y a pas de souci. Là, il sera tranquille après. Mais posez-vous la question, vous, parents, si vous en avez le courage. Et sinon, mais c'est pas grave, hein, vous jetez tout ce que je vous dis et vous gardez votre version à vous. Ça ne me dérange absolument pas. C'est une version. Vous en faites ce que vous voulez, des confettis si vous voulez. Mais vous pouvez vous poser la question, comment ça se fait que cet enfant qui est le mien est hyperactif? Quelle est ma part de responsabilité? Encore une fois, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour responsabiliser. Le mot qui fait si peur, alors qu'en fait, il est très simple. Les parents sont responsables de leur gosse, point barre. Les parents sont responsables du résultat de leur éducation qu'ils ont donné à leur gosse. Enfin, il me semble. Bon. Donc, bien sûr que plus tard, on a très vite fait de dire, ah ben moi, j'ai donné une bonne éducation à mon gamin, regardez comme il est devenu. Ben non, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. On n'est pas, les parents sont des parents, ne sont pas des amis, ne sont pas des copains, ne sont pas des. Alors on va dire on peut pas, mais si on peut. Il y a plein de gens qui élèvent leurs enfants en se montrant sous un jour amical, en essayant de comprendre. Il ne s'agit pas de laisser tout passer, mais il s'agit de comprendre. Donc un enfant qui est hyperactif, c'est quoi? C'est un enfant qui, au lieu de recevoir toutes les infos qui sont pour lui, va recevoir des infos qui sont des parents en direction de lui, mais qui ne sont pas compatibles avec les infos qu'il reçoit. Voilà tout le secret de l'hyperactivité. C'est quand l'enfant, je parle des enfants, après les adultes, ben, ils verront si ça les concerne, hein, c'est pas mon propos. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est les gosses, les pauvres. Enfin, les adultes, ben, ils se démerdent, hein, c'est les adultes. Mais un enfant qui va être hyperactif, soi-disant, c'est un enfant qui va recevoir, je dis une bêtise, hein, c'est pour me faire comprendre, 10 infos pour lui, qui va traiter très bien, parce qu'il est venu pour ça, il est adapté, les infos sont adaptées à son mental, et après des infos qui viennent d'autres personnes qui ne sont pas lui, qui ne voient pas la vie comme il commence à la voir lui, qui ne vont pas l'habituer à devenir lui, mais à devenir ce qu'ils veulent eux, il faut dire les choses comme ça. Donc du coup, il a des infos qui sont contradictoires, qui ne vont pas dans le même sens. Donc le gamin, tandis qu'il a à traiter 10 infos par minute, peut-être, j'invente, 10 infos par minute qui le concernent, il doit traiter aussi des infos qui ne le concernent pas. Comment je fais pour réagir à ce que vient de me dire mon père? Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'aime pas? Ben si, il dit qu'il m'aime. Mais comment il peut m'aimer à faire une chose que moi, j'aime pas? Comment on ne peut pas avoir la même vision? Moi, je l'aime et je lui fais pas ça. Et pourquoi s'il m'aime, il me fait ça? Vous voyez? Donc, il a ces infos, plus au moins la moitié, ou si ce n'est pas le double, d'infos à traiter il n'est pas venu pour traiter ça. Il a un mental qui est très clair, il a un mental qui est très spontané. C'est des gamins, ça, qui sont hyper doués. Ils devraient l'être. Ça, ils vont être hyper bouqués, ils vont être hyper stressés, parce que justement, on va les obliger à se concentrer sur des idées, des sujets à l'école. Si ça leur plaît pas, ben c'est pareil, ils ferment leur gueule. Et ça, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Ils sont venus pour changer certaines choses. Ils sont pas venus pour continuer le marasme social actuel. On voit bien qu'on est dans un marasme social actuellement. On voit bien que les gens sont des moutons, les gens sont des passifs, les gens sont même pas dociles, ils sont inexistants. Et d'un coup, on a un gamin qui crie, qui bouge, qui remue, qui n'est pas d'accord, qui dit non, je ne veux pas manger à midi.
Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas faim à midi, il veut manger à 1 heure. Bon, ben je ne peux pas te faire manger à 1 heure. Bon, ben ok. Alors je ne mange pas à midi, je saute le repas. Et ça passe pas. Il y a des parents, ils ont du mal avec ça parce que tout est codifié, et ce sont des enfants qui ont un mental qui est fait pour libérer la planète. Là, on rentre un peu dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, je vous l'accorde. Mais levez cette partie-là si ça vous choque. Disons que ce sont des enfants qui sont venus pour apprendre à être libres. Ce sont des parents qui sont venus avec un degré d'intelligence et de liberté et de spontanéité émotionnelle qui est largement au-dessus de la moyenne des adultes. Donc, ils ne peuvent pas traiter la manière de penser des adultes. Or, ils sont confrontés à la manière de penser des adultes, et pire que confrontés, ils sont tenus d'y assister. C'est comme à une personne, on lui dirait, tu vas voir un film, ça te fait chier, ben, tu le vois jusqu'au bout. Mais pourquoi? Parce que tout le monde dans la famille a vu ce film depuis des générations. C'est comme ça. Tu verras, tout le monde te dira ça. Et oui, mais lui, le gamin qui est hyperactif, qui essaye de devenir lui, alors qu'on l'empêche, donc il est en hyperactivité. Voyez, accélérez votre moteur et tirez le frein à main. Vous allez tout faire fumer. Vous allez dire, mon moteur n'est pas bon. Non, vous le bridez en tirant le frein à main. Donc, il essaye de compenser et vous allez accélérer, vous n'allez pas avancer, mais vous allez être en surchauffe. C'est ce que les gamins vivent, ils sont en surchauffe mentale. Non pas parce qu'ils sont un peu justes mentalement, au contraire. C'est parce qu'ils sont intelligents, ils sont ouverts d'esprit, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les casse d'entrée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les modélise. Je ne sais pas quel mot. Voilà. Un jour, un gamin de 5 ans va dire à son père, papa, je ne suis pas la pâte à modeler, lâche-moi la grappe. N'essaye pas de me modeler selon tes vues. Tu n'as pas réussi à être pianiste, ben je ne le saurais pas non plus, parce que j'aime pas le piano. Voilà. Et si ça ne te plaît pas ce que je vais faire, ben regarde ailleurs. Mais ça, un enfant de 5 ans, un jour, il le fera. Et là, les parents, ils vont dire, je fais quoi? Je le mets à l'assistance publique, je le mets en internat, je le fouette. Parce que c'est un tyran, un parent. Il ne s'en rend pas compte. Surtout ceux qui aiment leurs enfants. Traduction, surtout qui adorent ceux qui ressentent tandis qu'ils s'occupent de leurs enfants. Parce qu'ils ont envie d'être des parents, ils ont envie d'être des bonnes mères, des bons pères. Donc, ils ont envie de jouer un rôle. Et ce rôle, s'ils ont envie de le jouer, c'est que dans leur tête, il est déjà prédéfini. On ne peut pas prédéfinir l'éducation de l'enfant. C'est un petit peu comme les techniques anciennes, parce que là, ils sont mis au goût du jour quand même, hein, d'après ce que j'ai compris. Avant, les psychologues faisaient des tableaux et ils devaient faire rentrer leurs clients dans le tableau. Et si vous ne rentriez pas, vous aviez un problème. Oui, le problème, c'est que vous n'étiez pas... ils ne pouvaient pas vous faire dans le tableau. Donc, le problème, c'était le tableau, ce n'était pas eux. Vous voyez? Donc, on est dans une société qui, à la fois, veut conserver ses acquis, jalousement, hein, qui les tient, et à la fois qui en a marre de tout ça, qui n'en peut plus. Et eux, ils arrivent à ce moment-là, et ils font partie, non pas du j'en peux plus, mais de voici la solution, c'est nous. Nous sommes la solution. Oubliez qu'on est vos enfants, qu'on est votre fille, votre gamin. Oubliez ça et écoutez-nous quand on parle. Vous verrez qu'on ne dit pas que des conneries. Par contre, on ne voudrait pas être vexant, mais on serait vous, on se tairait. Voilà. Et donc ça, un enfant ne peut pas le dire à papa-maman, sinon il se mange une mandale, ou il est puni, ou il est mal vu. Et c'est certain que ce n'est pas aimable, ce genre d'enfant-là. Ce qui est aimable, c'est un enfant qui est parfait. Sage. Sage comme une image. Va te coucher. Oui, maman. Viens manger. D'accord. Tu jouais? Non, mais je peux jouer demain, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je te plaise. Oh, maman. Ouais, voilà. Après, je dis pas qu'il faut laisser faire aux enfants, parce qu'on me sort à chaque fois ça. Ouais, si on écoute lui, on laisse faire aux gosses tout ce que... Mais non, c'est pas la question. La question n'est pas là. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. C'est le principe de l'enfant qui va dire à sa mère, une petite fille par exemple de 8 ans qui va dire à sa mère, maman, je vais aller chez Pépé. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire chez Pépé? Ah ben j'aime bien aller chez Pépé. Et la mère va dire, bon ben donc ma fille aime son Pépé, bon ça tombe bien, c'est mon père, moi je l'aime aussi. Bon, elle le mène chez Pépé. Et arrivée chez Pépé, la gamine se met devant la télé et elle met, par exemple, les chaînes câblées, vous savez, avec plein de dessins animés, les machines de Walt Disney, je sais pas quoi, là. Il y a des chaînes payantes, que Pépé, il a toutes les chaînes payantes pour les gamins. Pourquoi? Parce que c'est un Pépé gâteau, presque gâteux, parce qu'il adore sa petite fille. Donc, il a payé des chaînes exprès pour que la petite fille se gave quand elle vient, parce que maman l'a pas, maman ne veut pas que la gamine reste devant la télé, donc, ben, lui, il fait ça. Alors, est-ce que c'est un emmerdeur? Non, c'est un Pépé. Mais ce qu'il aime, c'est pas sa petite fille. Ce qu'il aime, c'est de la voir heureuse. Voilà son plaisir à lui. Tandis que la mère, son plaisir, c'est de voir que sa fille est comme elle doit être, qu'elle suit bien des règles fixes. Alors, la gamine, le Pépé va faire esprit, parce que c'est un fouteur de merde, et puis ça, c'est pas un Pépé.
c'est presque un maître. Il va dire alors ma chérie, t'es content de venir chez Pépé? Alors la gamine va dire oui, surtout parce qu'il y a la télé, hein. C'est pas pour Pépé, c'est pour la télé. Et la gamine va dire oui. Et là, la mère va être outrée. Parce qu'elle reste dans l'émotionnel, elle reste dans l'amour. Ah non, non, tu vas chez Pépé parce que tu l'aimes. Et le Pépé va dire, arrête tes conneries. Non, elle vient chez moi pour la. Elle va dire, bon, va chercher les gâteaux à la cuisine. Elle va dire, mais arrête tes conneries, tu sais bien pourquoi elle vient. Elle vient parce que chez toi, elle ne peut pas voir la télé. Et moi, j'ai pris des chaînes câblées. C'est pas pour t'emmerder, mais c'est pour y faire plaisir, parce que je sais qu'elle ne vient pas tous les jours. Ben, la mère ou le père vont mal le vivre, ça va dire, mais tu es en train de me dire que tu acceptes l'idée que la gamine vient chez toi juste pour la télé? Ben oui, quoi d'autre? Elle ne vient pas pour moi, elle vient pour elle. Il faut arrêter les conneries. L'égoïste, ce n'est pas l'enfant. L'égoïste, ça serait moi si je pensais, bêtement, plus qu'égoïstement, qu'elle vient pour moi. Pour un vieux, que ça le faut et qu'un vieux. Par contre, là, elle s'éclate devant la télé. Voilà. Vous voyez, c'est ça, éduquer un enfant. C'est, si on aime ses enfants, on les fait passer avant. Vous allez me dire, ouais, c'est ce que je fais. Certes, vous les faites passer avant selon le code. Le code moral, le code éthique, le code religieux, le code ceci, le code cela. Voilà. Il ne faut pas qu'ils s'habillent comme ça, il faut qu'ils s'habillent comme ça. Alors, encore une fois, ne laissez pas tout faire à vos gosses. Si vous avez une fille de 14 ans qui sort avec les fesses à l'air, vous pouvez quand même avoir votre mot à dire. Maintenant, si elle ne peut même pas sortir habillée comme ses copines, bon, ben voilà. Vous voyez? Alors, il y a un débat de société qui dit, parce que c'est un truc qui peut toucher de près beaucoup de parents, ça. Il y a des gamins qui ont entre 14 et 16 ans, enfin des gamines qui sortent. Elles sont super bien faites, les gamines, maintenant, entre 14 et 16 ans. Il faut dire les choses comme le sont. Les gens n'osent pas en parler. Hein, parce que si on parle de ça, mon Dieu, le cochon. Il n'y a pas de cochon ou pas de cochon. Ou on est objectif, ou on est un hypocrite fini. Donc, les gamines sont de plus en plus bien faites. Bonheur. On va dire entre 14, 15, 16 ans. Donc, c'est vrai qu'elles ont tendance, comme elles découvrent leur féminité, mettez-vous à leur place, si je puis dire. Hein, si tant est qu'une mère n'a pas été une jeune fille de 15 ans. Bon, mais peut-être qu'on ne les laissait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas envie, ça veut dire qu'on n'y laissait pas faire. Et comme on n'y laissait pas faire certaines choses, elle trouve de bon ton de reproduire ce schéma comportemental. Je ne dis pas qu'une gamine doit sortir avec les seins à la rue. N'exagérons pas. Il y a toujours un moyen terme. La mère peut codifier un petit peu, enfin pas codifier, j'aime pas le mot, mais un petit peu rectifier le tir. Tu peux remonter légèrement ton truc, merci. Hein, tu peux éviter les tailles basses sous les fesses. Parce que c'est plus de taille basse, c'est des culs à la rue. Ça. Voilà, j'en rigole, mais je veux dire par là qu'il y a une différence entre laisser tout et n'importe quoi, c'est le bordel, et Auschwitz, vous voyez. Voilà. Donc, voilà, pour en revenir et terminer sur les hyperactifs, un hyperactif, c'est quelqu'un, le pauvre, c'est malheureux, mais qui doit traiter ses infos positives pour lui, qui sont nombreuses et qui sont positives pour tout le monde d'ailleurs, plus les infos négatives que les gens ne veulent pas lâcher et qu'on essaye d'y foutre sur la gueule. Et ça, il n'est pas prévu pour ça. Il n'est même pas outillé pour ça. Donc, il peut péter un câble, ce pauvre gamin, alors qu'il est plus instruit et plus intelligent que ses propres parents. Mais ils vont le casser, ils vont le tordre. Après, maintenant, voilà, ça c'est une version, c'est celle de la pseudo. Vous en faites ce que vous voulez, vous la jetez, c'est même pas la peine de vous énerver, ça n'a aucun pouvoir sur vous. À moins que ça ait fait réagir certaines choses. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite. Alors, question 9. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce réflexe parfois maladif de possessivité? Bon, c'est pas bien compliqué. Là, je ne pense pas que je pourrais en parler des heures. Quoique, mais moi, il faut se méfier. C'est quoi être possessif? C'est quoi? Alors, vous avez le choix entre c'est penser qu'à votre gueule ou c'est penser qu'à vous. Vous avez la version polie, la version un peu grossière. Bon. Quand on est possessif, c'est qu'on se dit l'autre doit faire ce que je veux moi, l'autre ne doit regarder que moi, l'autre ne doit aimer que moi. Alors quand on est spiritualiste, ou qu'on se prétend spiritualiste, qu'on est pour l'amour inconditionnel, ça me fait toujours, j'allais dire un gros mot, mais bon, voilà, ça me fait toujours marrer ce truc-là. C'est des conneries tout ça. Hein, le mot idéalisé, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, toutes ces choses-là qui sont faites pour nier justement notre petitesse humaine, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, l'être humain est né égoïste. Parce que l'âme est foncièrement, profondément, naturellement égoïste. Une âme s'incarne pour elle. Quand elle mange, c'est dans son estomac.
Quand elle digère, c'est dans ses intestins. Quand elle prend froid, elle se remet des vêtements. Elle ne s'occupe pas du voisin. Elle n'est pas venue pour faire évoluer le monde. Elle n'est pas venue pour soigner, guérir tout le monde, ou pour instruire l'humanité, ou pour la faire évoluer. Personne ne vient pour ça. Par contre, il y en a qui prennent plaisir à faire certaines choses qui ressemblent à ça. Si c'est pas trop non plus exagéré. Bon. Donc, chacun de nous devrait, et je dis bien devrait, je prends le risque de le présenter comme ça, devrait être profondément égoïste, ou si vous préférez le véritable terme, individualiste. Alors, c'est quoi un individualiste? C'est un individu. Et qu'est-ce qu'un individu? Du latin indivi, qui veut dire qu'il ne peut être divisé. Un individu, c'est quelqu'un qui ne sera jamais perturbé, donc divisé dans son mental, il ne sera pas le bordel dans sa tête, par les attentes, par les idées, par les émotions et par toute cette merde qui vient des autres. Tu devrais penser un peu plus aux autres. Les autres, c'est toi. Hein, voilà, donc je devrais penser un peu plus à toi. Les gens gagnent du temps, hein, c'est toujours aussi con, mais on gagne du temps. Donc pourquoi je penserais à toi? On va faire un truc, je vais penser à moi, tu vas penser à toi, et les vaches sont bien gardées. Hein, chacun pense à lui. Parce que si tu me demandes de penser à toi, c'est que tu penses que tu dois penser aux autres. Tu penses que tu dois penser aux autres. Et pourquoi la personne est persuadée qu'elle doit penser aux autres? Parce que c'est comme ça qu'on l'a élevé. On lui a dit, attention, l'égoïste, c'est caca, c'est pas bon. Vilain, monsieur. Il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aux autres. Il ne faut pas penser qu'à soi. Et de ne pas penser qu'à soi, c'est passer à je passe mon temps à dépendre des uns et des autres. D'où vient la dépendance affective ou la dépendance tout court? Elle vient du fait qu'au départ, on nous dit occupez-vous des autres et moins de vous. Ok, je m'occupe des autres. Mais qui s'occupe de moi tandis que je m'occupe des autres? Vous ne savez pas? Ben, c'est les autres. Ah bon? Mais si je m'occupe d'eux, ils sont ravis, ils sont repus, ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à s'occuper de moi? Et généralement, voilà ce qui se passe. C'est que les gens qui sont les plus programmés par la morale judéo-chrétienne, ou par l'éthique, ou par la politesse, ou je ne sais pas quelle autre ânerie du même tonneau, ces gens-là sont les plus frustrés dans notre époque. Et oui, parce qu'ils ont passé leur temps à s'occuper des desiderata des uns et des autres, alors que personne ne leur a rendu la politesse. Qui va s'occuper de celui qui s'occupe de tout le monde? On se dit, s'il s'occupe de tout le monde, c'est qu'il a de l'énergie à revendre, il se fait chier, et puis après tout, il est récompensé par le fait du travail bien accompli. Ben voyons. Autrement dit, c'est un gros con, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. C'est le con de service qui va donner, donner, donner et jamais recevoir. Mais en faisant ça, on s'épuise. Que ce soit de l'argent, que ce soit de l'attention mentale, que ce soit n'importe quoi que vous donnez, si vous faites que donner, que vous êtes dans le don permanent, comme on raconte certains olibrius spirituels, ben vous allez vous vider. Il faut que vous receviez, d'une manière ou d'une autre. Donc, comme les gens donnent aux autres, parfois on se dit à qui on pourrait donner, on va y venir, comme ils donnent aux autres, ils attendent que les autres en fassent de même. Et du coup, ils deviennent dépendants de la politesse des autres, autrement dit, du retour. Mais quel retour? Pourquoi je donnerais mon argent aux autres alors que c'est moi qui l'ai gagné, que j'en ai besoin? Ben, les autres ont qu'à bosser, ils ont qu'à faire pareil. Ils ont qu'à se faire des cadeaux, ils ont qu'à s'aimer, ils ont qu'à s'être fidèles à eux-mêmes. Vous voyez que le mot est déjà difficile à prononcer. Je suis fidèle à moi-même. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je reste toujours moi. Invariablement? Ben oui. Alors tu es un individu? Ben oui. Tu n'es pas une personnalité? Ben non. Je ne suis pas une personne alitée, hein, couchée devant les schémas qui vont régir sa vie en ses lieux et places. Alors, un individu, c'est quelqu'un qui n'est pas divisé. Bien. Alors, vous allez me dire à quel rapport avec la choucroute. Alors, on parle de réflexe maladif. Ce n'est pas un réflexe. À la base, il y a une peur. C'est la peur du manque. Je fais que donner, je reçois rien. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'aime un tel, mais il commence à moins me regarder, à regarder les autres femmes ou les autres mecs. Hein, c'est un questionnement qui est souvent féminin, ça. Bon, ben c'est normal, hein, c'est dans la nature de la femme, je ne critique pas. Mais je dis que souvent, la femme est possessive. Bon, il y a les hommes aussi qui sont terribles, hein, ils tueraient leur femme plutôt que de les voir aller ailleurs. Mais je parle de ce sentiment qui était typiquement féminin quand les femmes étaient des femmes. Hein, voilà. Et c'est un sentiment qui, à l'origine, est typiquement féminin parce que la femme est toujours en train de se remettre en question. Parce qu'elle a beaucoup de sensations. Elle avait au départ un peu moins d'idées, de pensées, parce qu'elle ne faisait pas d'elle une imbécile, ça faisait d'elle une femme qui était basée sur le ressenti, hein, à quelques 70%. Donc, comme elle sentait beaucoup de choses, elle était assez secouée par la vie. La vie la faisait bouger, lui faisait monter les joues, le rouge aux joues, la faisait rire, la faisait pleurer. On sait qu'une femme est capable de rire et de pleurer dans la même minute.
Et après, ben, ça va, merci. Alors qu'un homme, il va être comme ça, quoi. Il va trouver il va dire, je suis une lavette, je suis plus rien, je suis une merde. Et il va être au 36e dessous, parce que ça va y casser le moral. Mais une femme, c'est un être sensible. Donc, dans sensible, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, si elle est vraiment sensible, elle ressent beaucoup de choses. Et si elle ressent beaucoup de choses, elle aura tendance à se remettre souvent en question. Elle va se regarder devant une glace, elle va dire, ah, j'ai pas pris un peu de ventre, j'ai pas les fesses qui tombent, j'ai pas les seins qui se font la gueule, qui partent d'un sens opposé. J'invente, hein, je sais pas ce que peut se dire une femme. J'ai pas des cernes sous les yeux, bon, sous les pieds, c'est plus rare. Hein. J'ai pas ma patte doigt là, ou ma patte de. Je sais pas quoi. Bon, enfin, j'en ai entendu des vertes et pas mûres, j'ai pas tout retenu. Vous rectifierez, hein, les femmes. Donc, elles sont toujours en train de se remettre en question parce qu'elles se disent, et si je plaisais pas? Le désir de plaire, c'est un désir, donc c'est une émotion, donc c'est une sensation. C'est pas une information mentale, c'est une sensation. C'est quelque chose de viscéral, c'est tribal, c'est les tripes, vous voyez? Bon. Donc, c'est vrai que la femme aura, avant qu'il y ait ce changement de polarité, on va dire, hein, que les femmes deviennent hyper mentales et que les hommes hypersensibles, ou hyper sonfroques, c'est pareil. Donc, avant ça, ben, les femmes étaient très vivantes. C'était passionnant de regarder vivre une femme. Épuisant pour un homme parce qu'on se disait, oh, si je vis ça, moi je meurs. Mais c'était amusant, c'était passionnant, c'était plein de vie, une femme. C'est plein de prises de tête. Voilà, ça vit plus. Ça veut plus vivre. Ça veut se questionner. Et se questionner, c'est la meilleure façon de rien vivre. Parce que si vous demandez, est-ce que je dois séduire un tel? Et ce serait pas mieux un tel? Oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais que va dire ma mère? Que waouh, waouh, waouh. Et du coup, le séduit personne se retrouve toute seule. Hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la possessivité vient de la peur du manque, la peur de ne pas être assez belle ou assez beau, la peur de ne pas garder le contact. Un homme va dire, si ma femme trouve un homme avec un zigouigoui qui fait 10 cm de plus que le mien, je suis foutu. Si elle trouve un mec qui a de plus beaux pectoraux ou qui a des, qu'on appelle ça, des machins là sur le ventre. Tablettes de chocolat. Des tablettes. Moi, j'ai juste un gros carreau, mais il y en a qui ont des petites tablettes de chocolat, bien dessinées. Ils se disent, ben voilà, ma femme va être attirée. C'est un Adonis, le mec. Si on est une vraie femme, sinon, c'est pas possible. Je le crois pas, moi, la femme qui va dire, ouais, celui-là, non, mais tu rêves, t'as vu le mec que c'est, comme il est beau. Même les mecs, ils reconnaissent que c'est un beau mec. Sinon, ils seraient pas jaloux. Enfin, soyons logiques. Mais la femme va dire, non, mais tu sais, mon mari, mon chéri, je regarde que toi. Moi, on me dit ça, j'ai dit, je fais quoi? Je pleure de déception de ce que tu es devenu ou je te mets une baffe? Parce qu'il y a deux options, vous voyez. Bon, comme je ne suis pas violent, que je n'ai pas envie de pleurer, donc je vais dire, bon, écoute, casse-toi parce que c'est pour me prendre pour un con, c'est pas la peine. Voilà. Les hommes regardent les belles femmes, les femmes regardent les beaux mecs. C'est dans la nature des choses parce que l'âme est profondément égoïste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas repliée sur elle, elle ne pense pas qu'à elle dans le sens négatif du terme, mais elle est venue sur Terre pour jouir de tous les plaisirs de l'humanité, de tous les plaisirs. C'est extraordinaire, la vie terrestre. Vous avez vu toutes ces inventions, tout ce que la science a découvert, c'est génial. Moi, j'adore les ordinateurs, j'adore la télé, j'adore les feuilletons, j'adore aller au cinéma. Je suis un jouissif, on va dire. J'adore tout ça. Pourquoi je lâcherais ça? C'est pas un problème, ça. Ça m'écarte de rien et surtout pas de moi, puisque je suis conscient de jouir de tout ça. Donc, ça me ramène à moi, au contraire. Vous voyez? Bien. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces réflexes de possessivité? Je lis le truc pour m'en rappeler. Ben, simplement, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous remettre en question à tout bout de champ. Vous pouvez vous remettre en question vos états d'esprit. Vous pouvez remettre en question votre comportement, qui d'ailleurs vient de l'état d'esprit. Mais ne vous remettez pas vous en question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien après vous. Si vous remettez vous en question, je sais que c'est pas très français, mais on s'en fout. Qui est là pour vous tenir la main quand vous tombez? Parce que si vous dites je suis une merde, bon, c'est fini. Où il est le second vous pour dire mais non, tu te trompes? Mais si vous dites l'état d'esprit que j'ai choisi de manifester actuellement, c'est pas ça. Heureusement, je suis pas mon état d'esprit, je peux en changer à volonté. L'émotion que j'ai vient de cet état d'esprit. Je change d'état d'esprit, je n'ai plus les mêmes émotions. Donc je n'aurai plus le même comportemental. Donc youpi. En fait, je suis ni bon ni mauvais, c'est les états d'esprit que je choisis et auxquels je m'identifie qui font de moi, en apparence, un être bon ou mauvais. Mais l'être humain n'est pas bon, n'est pas mauvais. La preuve, il peut tantôt rire, tantôt pleurer, il peut être ceci, il peut être cela. Le lundi, on peut être heureux, le mardi, on peut être malheureux, le jeudi, on peut se marier, le vendredi, on peut divorcer. On est lequel de ces hommes ou de ces femmes-là? Lequel? Vous voyez? On est Monsieur Mardi, je vais tout mettre au masculin. On est Monsieur Mercredi, on est Monsieur Je me marie.
Et je suis donc marié ou je suis monsieur célibataire. Vous voyez? Nous sommes une machine à produire des états d'esprit. Ce sont ces états d'esprit qui sont bons ou mauvais, et jamais nous. C'est pas la peine de dire je suis quelqu'un de bien, c'est faux. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que vous êtes ni bien ni mauvais. Vous êtes rien de tout cela. Par contre, les états d'esprit que vous vous appropriez et auxquels vous vous identifiez, des fois au point de vous confondre avec, ben, ceux-là peuvent être bons ou mauvais. Attention, la nuance est de taille. Et si les gens la comprenaient, l'humanité changerait du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, comprendre ce genre de choses, non. Parce qu'il y a eu des milliers d'années qui sont passées, et chaque fois qu'il y avait des ésotéristes ou des initiés, appelez ça comme vous voulez, qui essayaient de parler un peu plus fort que les imbéciles, mais les imbéciles, ils retombaient dessus à bras raccourcis. C'est normal. Parce qu'il y a plus d'imbéciles que d'être intelligents. Donc, quand on est intelligent dans un monde d'imbéciles, on gêne les imbéciles et on devient comme une épine dans le talon de l'humanité. C'est bien connu. C'est pour ça que depuis, moi j'ai eu la chance de connaître les deux époques. Quand j'étais jeune, je côtoyais de grands initiés qui foulaient ce sol, de véritables initiés. Hein, pas des rigolos, pas des, bon, excusez-moi, mais pas des petits spiritualistes à la semaine, de véritables initiés, des maîtres et même plus haut que des maîtres. J'ai eu cette chance-là. Mais comme ils m'ont dit à la fin, maintenant on va rentrer dans le silence, on va se taire. Ah bon, et pourquoi? Et si vous vous taisez, qui va enseigner la connaissance? Ben, quelqu'un qui participera des deux mondes, parce que nous, on ne peut pas rentrer dans ce monde-là. On ne peut pas en faire partie. C'est pas nous, ça. Ça part en biborine, ça c'est le déclin de l'humanité. J'exagère un peu, hein, bon, c'est pour me faire comprendre très rapidement. Donc ces êtres-là ont préféré se retirer, garder pour eux leur sapience, leur sagesse, leur savoir, appelez ça comme vous voulez, parce qu'ils savaient que s'ils en parlaient, ça les perturbait. Dans la psyéso, on dit ouais, le PRP, le processus de réforme psychologique, c'est horrible, je prends cher, je souffre, j'ai jamais été aussi mal que depuis que j'ai passé en revue mes états d'esprit. Et oui, mais bon, on n'est pas plus mal quand on passe en revue l'état d'esprit qui est le nôtre. On est plus conscient qu'il est mauvais. C'est très différent. Avant, on était peut-être un boulet pour les autres, mais on ne le savait pas. Alors on se disait, ben, tout va bien. Ah oui, mais les autres, ils ont un chien maximum. Après, on pouvait être, comment dire, des terreurs pour les autres, des inutiles de la vie. Mais on ne le savait pas. Et puis on n'avait pas envie de savoir. Donc tout allait bien. Mais dès qu'on prend conscience des états d'esprit qu'on a choisis librement, hein, parce que bon, on ne nous a pas mis le couteau sous la gorge, hein, mais d'un coup on se dit, mais comment oublier que je ne suis pas cet état d'esprit? Que je suis celui qui pense, mais je ne suis pas mes pensées. Que je suis celui qui ressent, mais je ne suis rien de ce que je ressens. Je suis cela qui pense à ces choses. Je suis cela qui ressent toutes ces choses. Je suis, comme disent les anciens, neti-neti. Rien de tout cela. Rien, rien. Hein, voilà. Donc il faut comprendre qu'une personne qui est possessive, la seule chose qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est déjà qu'elle se lâche la grappe, qu'elle arrête de se descendre en flèche, et comme ça, elle arrêtera de projeter ça sur les autres et de dire que c'est les autres qui lui font douter d'elle. Parce que c'est elle, son état d'esprit, qui l'a fait douter d'elle. Voilà. Il est 53. Et on se fait une dernière question. Oui, je suis un fou. Alors, d'où provient la peur de l'abandon? Comment en guérir ou réussir à diminuer l'impact sur notre vie? Alors, tu colles là, parce qu'après, elle apparaîtra dans le... Voilà. Alors, d'où provient la peur de l'abandon? Insatisfaction de soi. Voilà, ça c'est la clé. Après, je plante le décor, après je vais tourner autour, mais rapidement, pour ne pas me faire engueuler. Il faut qu'on termine à l'heure. Voilà, on va essayer de terminer à l'heure. Bon. Posez-vous la question. Non pas pourquoi la peur de l'abandon, mais pourquoi j'aurais peur d'être abandonné. Soyons rationnels, s'il vous plaît. Ayons les pieds sur terre, hein, puisqu'on dit que les ésotéristes sont un peu farfelus. Je m'excuse, mais c'est faux. Si on était farfelu, on n'aurait pas les solutions aux problèmes des matérialistes. Donc, sans vouloir vexer personne, si quelqu'un est farfelu, ce sont les matérialistes, ou les gens qui se disent sensés. Hein, bon. Donc, quand on est vraiment logique, rationnel, et qu'on a les pieds sur terre, on se pose les bonnes questions. Et là, on obtient les bonnes réponses. De toute façon, les réponses, on les a déjà, mais on n'a pas envie de ces réponses-là. Vous voyez? C'est comme la personne qui dit, tu fais quoi demain? Oh, ben, je vais faire ça. Ah, merde. Ben, pourquoi tu voulais faire quelque chose, toi? Ouais, j'aurais bien aimé. Ben alors, dis ça en premier. Ne me fais pas perdre du temps, ne perds pas le tien. Mais les gens, quand on leur dit ça, ils se vexent. Parce que comment ils manipuleraient s'ils ne pouvaient pas continuer à manipuler? Mais pourquoi ils manipulent?
parce qu'ils pensent qu'ils n'obtiendront pas naturellement ce qu'ils pourraient obtenir en manipulant. De la même façon, une personne qui a peur d'être abandonnée est une personne qui est persuadée qu'on va l'abandonner. Et pourquoi elle est persuadée qu'on va l'abandonner? Comment elle le sait? Ben, elle ne le sait pas, elle le sent dans ses tripes. Mais comment elle peut sentir qu'on va l'abandonner tandis qu'on n'a pas encore commis cet outrage de l'abandonner? Ben, simplement parce qu'elle s'est abandonnée la première. Elle s'est totalement abandonnée, elle est orpheline de soi, si je puis dire. Je ne sais pas si tant est que ça veut dire quelque chose. Une personne qui a décrété qu'elle est insuffisante, je ne suis pas assez bien, donc c'est sûr on va me larguer. On va le dire en termes plus simples. On va me larguer, c'est obligé, on va me larguer. Une personne qui pense ça et qui est persuadée de ce qui va arriver, c'est pas qu'elle va le faire arriver. On dit ce que je pense va arriver, mais non, c'est trop tard, c'est déjà arrivé. Parce qu'une personne qui s'est larguée, qu'elle se fasse larguer véritablement à l'extérieur par les autres ou pas, c'est pas important. C'est comme la femme jalouse qui est persuadée que son mari est une maîtresse. Il peut faire ce qu'il veut et il ne pourra pas la convaincre parce qu'elle s'est déjà fait cocu elle-même, toute seule. Elle s'est fait cocu avec son propre esprit. Son esprit l'a trahi, son esprit l'a trompé, son esprit est allé coucher avec une autre sensibilité que la sienne. Parce que si elle le sentait vraiment, elle sentirait qu'il n'y a aucun problème. Mais elle le pense. Et ce qu'elle pense n'est pas ce qu'elle devrait penser, alors ce qu'elle ressent n'est pas ce qu'elle devrait ressentir. Il y a quelque chose de formidable dans la Bible, mais là, je n'ai pas le temps. Il est dit que tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, ou un des commandements. Hein. C'est faux. C'est pas ça, c'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est toi qui es le mental de telle personne. N'envie pas le ressenti d'un autre. Parce que si tu veux le ressenti d'un autre, c'est comme si tu couchais avec une autre sensibilité que la tienne. Le mental, c'est l'homme. La sensibilité, c'est la femme. Un mental qui aime la sensibilité d'une autre personne que lui-même est quelqu'un qui couche avec une autre femme que la sienne. Sa femme, c'est sa sensibilité qui correspond à sa façon de penser. La femme d'un autre, c'est une sensibilité qui correspond à une autre façon de penser et pas nécessairement heureuse. D'accord? Voilà. Donc, quelle heure il est? Il est 56. Bon, ça va. Minutes. Je suis traumatisé par le temps. Donc, c'est la peur d'abandon, hein, c'est bien ça, c'est l'envers là. Hein? Oui. Bon. Donc, il n'y a pas de peur de l'abandon. Je vous promets que la peur, on dit que la peur, c'est toujours avant. Mais c'est faux. Sur quoi se fonderait la peur, d'après vous? Vous allez dire l'imagination, les idées. Non, 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 non. Sur du concret. Si vous avez peur d'être abandonné, c'est que c'est trop tard. Vous avez été abandonné. Une peur, c'est quelque chose. Il n'y a pas plus rationnel quelque part qu'une peur. On dit que la peur est irrationnelle. C'est faux. La peur se fonde sur la vérité. Et en vérité, la personne s'est abandonnée. Elle s'est fait larguer par son propre mental. Elle s'est fait faire cocu. Elle couche avec une autre sensibilité que la sienne, etc., etc. C'est trop tard. Quand je dis trop tard, je ne veux pas dire que ce n'est pas réparable. Je veux dire que ne croyez pas que d'avoir peur, par exemple, d'être trompé par votre mari ou votre femme, c'est quelque chose à venir. Mais non, la peur est présente. Donc c'est présentement que vous êtes trompé, non pas par votre femme. Si c'est un homme, par exemple, il est trompé par sa propre sensibilité et non pas sa femme. Il associe un peu les deux. Si c'est une femme, elle est trompée par ses idées, son mental, et non pas par son mari, qui, bien sûr, symbolise son mental. C'est pour ça que les gens se mettent ensemble, une femme et un homme. Certes, ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais pourquoi cet homme et pourquoi cette femme? Posez-vous la question. Ben, on va dire ils vont bien ensemble. Ah oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont être heureux ensemble. Ça veut dire que leurs schémas se sont choisis en leur lieu et place. C'est tout. Ce sont nos schémas qui nous choisissent dans le mariage, dans la vie de couple. Si ce n'était pas le cas, et les schémas, ça passe, ça vient, ça repart, il y en a d'autres qui les remplacent, etc. Ce qui fait qu'on va, soi-disant, aimer quelqu'un pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on ne l'aime plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit la personne a changé légèrement d'état d'esprit, donc ça ne correspond plus, schéma et schéma. Soit nous avons changé légèrement d'état d'esprit, et ça ne correspond plus, schéma, schéma. Une femme qui trouve normal de se laisser battre par son mari, elle va attirer un mari qui va battre les femmes. Mais si d'un coup, elle a une prise de conscience, qu'elle dit, mais c'est quoi cette merde? Ou que quelqu'un lui ouvre les yeux, je ne sais pas, peu importe, mais qu'elle le change, qu'elle se dise, non, non, je ne suis plus d'accord, je ne veux pas être battue par mon mari. Mais le mari, il ne peut pas rester 2 minutes de plus. C'est pas possible. Ce sont nos schémas qui se marient entre eux. C'est jamais les individualités. D'ailleurs, il n'y a pas d'individualité. Nous sommes divisés. Si nous n'étions pas divisés, on n'aurait pas à avoir ce problème d'abandon. Mais d'abandon de qui? La personne nous choisit librement, il n'y a pas mis le couteau sous la gorge. Nous la choisissons, et même si elle nous a choisi, ben on dit amen ou pas. Ouais, les femmes savent bien que ce n'est pas parce qu'un homme veut coucher avec qu'elles vont dire oui à tous les coups. Donc, où est le problème?
Le problème, c'est que la femme qui dit oui ou non, c'est peut-être pas la vraie femme. C'est peut-être une femme schématisée, c'est-à-dire l'idée qu'elle se fait de ce qu'elle devrait être, selon maman, selon papa, selon la bonne éducation, selon... Waouh, 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 c'est un truc de fou tout ça. Vous voyez, on est des robots, quoi. On n'est pas des... on est des machines à penser, à ressentir, mais on n'est pas des individualités. Nous sommes divisibles et nous sommes divisés. Autrement dit, c'est une division mentale. Là-dedans, il y a pas un cerveau, il y a 15 départements cervicaux, avec chacun travaille à sa façon, d'une manière égoïste d'un point de vue social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. C'est comme dans les entreprises aujourd'hui. On dit souvent que les entreprises aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre les, comment on appelle ça, dans une entreprise, il y a ceux qui préparent les paquets, ceux qui les expédient, ceux qui les voilà. niveaux de... Voilà. Donc, les grades. non, pas les grades, mais les différentes fonctions. Dans une même entreprise, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs personnes. Elles ne font pas toutes la même chose. Et on dit qu'il n'y a pas de rapport entre elles. Voilà, c'est pas cohérent, elles ne parlent pas entre elles. Elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles n'arrivent pas à dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi ça? Pourquoi à l'extérieur, ça devient le boxon? Pourquoi les gens n'arrivent plus à communiquer? Parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors est le fidèle reflet de ce qui est dedans. L'effet miroir, il est là, il n'est pas avec les autres. Il est dans le fait que si je suis perturbé, mon travail sera perturbé. Si je suis un chef d'entreprise perturbé, c'est toute mon entreprise qui sera perturbée. Et j'attirerai que des ouvriers et des employés qui seront aussi perturbés que moi, sinon plus. Voilà. Bien, bon, on va s'arrêter parce que sinon, je vais me faire gronder. Et, oh, j'ai dépassé d'1 minute. Je ne sais pas si je serai pardonné. Bon, écoutez, ben, je vous souhaite à tous une bonne année pour ceux qui sont arrivés en cours de route. J'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé, que ça vous aura intéressé. Et si vous avez raté les premières minutes, ben, qu'à cela ne tienne, ça ressortira après en replay ou en replay, je ne sais pas comment on dit, sur Facebook. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bisous à tous. Bye bye. Ciao.